Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous partager les 3 livres qui m'ont accompagnée pendant ce mois de novembre. De base, j'ai toujours un peu ce truc où je me dis il faut que j'ai terminé un livre avant d'en parler ou d'en faire une vidéo ou d'en faire quoi que ce soit. Et là, cette fois, je me suis dit mais en fait, je peux aussi très bien vous partager les livres que je suis actuellement en train de lire sans pour autant les avoir finis et juste me dire que c'est des livres qui m'ont accompagnée pendant ce mois-ci. Et peut-être que ça peut vous inspirer aussi à ouvrir ces livres, à les découvrir ou à découvrir en tout cas les auteurs et ce qu'ils écrivent. Et on est parti avec un livre en anglais que j'ai découvert via une newsletter. Ça s'appelle Mastery de Georges Léonard. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'à travers la pratique de l'aïkido qu'il a acquis depuis plusieurs années, il nous partage ce qu'il a appris sur le fait d'atteindre la maîtrise dans un domaine, dans une pratique telle que pour lui ça a été l'aïkido. Et en gros, comment dire, il divise son livre entre ce qu'il faut savoir sur le fait d'atteindre la maîtrise dans un domaine, dans un projet, et les différents outils qui peuvent t'aider à atteindre la maîtrise. Bon, c'est un livre qui est assez, comment dire, segmenté et quelque part un peu méthodique, mais en même temps, je trouve qu'il se lit hyper facilement parce que il est fourni d'exemples, il est fourni aussi de l'expérience de l'auteur, et je trouve que c'est un chouette retour d'expérience en quelque sorte. Enfin, moi, c'est le genre de choses que j'aime encore bien lire. Et il y a un passage qui m'a vraiment fort touchée. C'était un passage qui était aussi dans la newsletter qui me l'avait fait découvrir. Et c'est le passage qui m'a encore le plus touchée jusqu'à présent dans ma lecture. Je ne l'ai pas encore fini, je crois que je suis à la moitié du livre. Je vous l'ai retraduit en français. Et ce petit passage, il dit que après chaque phase de progrès suit une phase de plateau, qui donne l'impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière, car c'est une phase où le nombre d'heures et le dévouement qu'on passe sur notre pratique, notre projet, ne rapporte aucun progrès visible ou tangible. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment hyper fort fait tilt par rapport à mes différents projets créatifs, à mon avancée dans la vie, etc. C'est que c'est vrai, genre, on a quand même tendance à croire qu'on évolue comme ça. Enfin, je sais pas du coup vous dans quel sens vous le verrez, mais comme ça. Et que c'est un peu, allez, une ligne droite quelque part qui continue de progresser. Alors qu'en réalité, il explique que le progrès, il se fait plutôt par, ok, petit bond ou rebond de, ouais, il s'est passé quelque chose d'incroyable, on a fait un assez grand saut et on le sent, c'est visible, c'est tangible, il y a un progrès qui est fait. Et puis ensuite, une période en fait de plateau qu'il explique où tu as l'impression de fournir de l'énergie, du temps, du dévouement, de la détermination et tu vois pas, comment dire, le retour de tes efforts. Il n'y a rien de tangible ou de visible qui se passe et au contraire, tu as l'impression presque des fois que tu régresses parce qu'il n'y a rien de tangible qui est là. Et je trouve que c'est un peu dans ce genre de période que j'ai été dernièrement, où j'ai l'impression de fournir des efforts dans des choses et de pas directement voir le retour de mon travail. Et que de se rendre compte que ça fait partie d'un tout et que c'est qu'une phase et qu'après cette phase, il y a encore une autre phase de progrès. Je trouve que c'est quelque chose qui te permet de vraiment vivre beaucoup plus sereinement le processus d'avancement ou de maîtrise dans différentes pratiques, dans différents projets. C'est quelque chose qui m'a beaucoup nourrie. Et du coup, genre, merci, ne serait-ce. Enfin, merci à ce livre, même si c'était juste ça, le truc le plus marquant ou le plus intéressant. Je trouve que des fois, on se met vraiment la pression, en fait, quand on lit surtout des livres qui sont de la non-fiction, d'avoir, comment dire, que tout le livre soit incroyablement génial et que chaque chapitre nous apporte un éclairage ou quelque chose. Et en réalité, même si c'est juste un truc et qu'on repart que avec un seul truc qui nous marque vraiment l'esprit d'un livre, je trouve que c'est déjà tellement et que c'est tellement énorme de dire qu'un livre a pu déclencher quelque chose et marquer l'esprit. Donc, on va dire que pour l'instant, dans cette lecture, c'est ce petit passage-là qui m'a vraiment touchée. Et malheureusement, j'ai pas su vous trouver la traduction en français.
Après, je trouve que même pour les personnes qui n'ont pas un anglais, enfin qui n'estiment pas qu'ils ont un niveau d'anglais avancé, vous pouvez peut-être quand même essayer de le lire. C'est un petit livre et je trouve que l'anglais est encore assez accessible, donc pourquoi pas te laisser tenter. Le deuxième livre, c'est un livre dont je vous avais parlé déjà l'année passée. C'est Wintering de Catherine May. Il existe aussi en version française. Ils l'ont nommé Hiverné. Et c'est un livre que j'avais déjà hyper à cœur de lire parce que je suis hyper sensible au fait que les saisons nous apportent quelque chose de différent dans notre énergie, dans notre vie, dans notre état de pensée. Je trouve qu'il y a vraiment aussi quelque chose de cyclique qui nous touche dans le fait de voir notre environnement qui change. Et on a souvent conscience du fait que le printemps, l'été, ça nous donne de l'énergie, etc. Et c'est relativement des périodes qui sont, pour la plupart des gens, assez faciles à vivre parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il fait beau, parce que on est de sortie, parce que c'est aussi peut-être les vacances ou quoi. Mais l'hiver, c'est encore autre chose. L'automne, c'est encore autre chose. Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait une personne qui ait écrit, qui ait partagé des bouts de réflexion, des moments de vie autour de ces phases-là et qui les assemble dans un livre. La manière dont le livre est présenté, c'est que l'autrice traverse une période relativement chahutante et difficile où son mari est malade, elle-même est peut-être malade, enfin je sais pas, c'est pas encore tout à fait clair, mais en tout cas elle a quelques soucis de santé. Elle doit arrêter son travail ou en tout cas faire un peu pause et retrouver un autre rythme de vie, etc. Et donc, à travers ses pensées et ses réflexions, elle nous partage à la fois comment ça peut être de vivre ces étapes de vie de automne, hiver, comment dire, au sein de son quotidien. Et en même temps, elle nous nourrit de ce que représentent ces saisons au fur et à mesure des époques et des cultures qui nous ont précédés. Et je trouve que c'est hyper enrichissant de se nourrir de l'expérience d'une personne et en même temps de découvrir ce que représentaient ces saisons dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures ou dans d'autres pays. Notamment, genre, je me rappelle qu'elle donnait pas mal d'anecdotes sur comment les personnes qui vivent dans le nord, par exemple en Finlande, en Laponie, etc., vivent le fait qu'il y ait que 2 3 heures maximum de lumière en hiver. Même, je crois que des fois, c'est 1 heure. Enfin, ça change la vie d'être dans des circonstances pareilles et ça te force enfin, d'office à ralentir, à envisager ton quotidien différemment, à voir là où tu privilégies de passer du temps et de l'énergie. Donc bref, ça m'a vraiment énormément nourrie. Je suis pas du tout encore à la fin de ces livres. Ce qui est chouette, c'est qu'il est partagé en mois. Donc il y a le mois de septembre, le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février, je crois. C'est vraiment enfin, tous les mois de automne, hiver. Et là, je suis arrivée au mois de novembre et j'ai plus envie de continuer à le lire. Mais du coup, par rapport au mois dans lequel je suis, donc le mois prochain, je m'arrêterai à juste lire le chapitre de décembre et puis en janvier, juste le chapitre de janvier. Et il y a un truc qui m'a vraiment touchée, qu'il a remis en lumière dans le livre, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais le fait de le relire dans ce contexte à ce moment-là, ça m'a encore plus marqué. C'est le fait qu'il y a des cycles dans la vie et qu'il y a des cycles où on se débarrasse d'une vieille peau, une ancienne peau, pour en retrouver une nouvelle, un peu comme cette métaphore du serpent qui perd sa peau. Et ben, c'est aussi le genre de cycle qu'on est amené à vivre dans une vie à une ou plusieurs reprises. Et l'hiver et l'automne en tant que tel, c'est aussi un peu ces phases où il y a quelque chose qui tombe pour que quelque chose de nouveau puisse ressurgir en printemps-été. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis rendu compte que, ok, c'est quelque chose qui est assez cyclique et qui, comme ça, au sein d'une année, à travers les saisons, nous amène à avoir peut-être des habitudes, des attitudes ou un quotidien qui est plus propice à ce que on ralentisse, qu'on prenne un peu plus de temps pour nous, qu'on laisse
derrière soi certains projets pour peut-être envisager d'en commencer de nouveau dans les prochains mois. Donc ça, c'est vraiment propre à l'année même, aux saisons de l'année même. Mais ce qui a fait tilt, c'est que ce genre de moment-là, des fois, ça peut aussi être des saisons dans une vie. Ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Et ça m'a fait comprendre que dernièrement, dans ma vie, les saisons dans lesquelles j'ai été ces dernières années, en tout cas ces 2, voire peut-être même 3 dernières années, ça a plutôt été en fait des saisons de automne-hiver. Et que là, quelque part, j'ai l'impression d'être en train d'arriver à la phase hiver. À la phase hiver, ouais. Et que j'ai l'impression que ce printemps, ça sera un vrai premier printemps pour moi. Et que, ouais, enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais que au sein d'un cycle de vie, il peut aussi y avoir ces saisons qui s'étendent sur des années multiples et pas juste au sein d'une même petite année, quoi. Donc, ça m'a touchée de me rendre compte que mon cycle et ma phase de vie correspondaient à ça aussi et que, je sais pas, il y a un truc quelque part apaisant de conscientiser ça. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir une réflexion ou un truc similaire, surtout quand dans votre vie, vous êtes dans une phase automnale, hivernale, et que du coup, tout n'est pas toujours hyper florissant, il y a beaucoup plus d'introspection, de moments seuls où comment dire, on essaye de se retrouver avec soi et de retrouver sa voie, sa route, son chemin. Voilà. Question, je pose là. Je suis en recherche aussi d'autres retours d'expérience et c'est vraiment plus que bienvenu. Et qu'est-ce que j'ai aimé? Ouais, j'ai aimé un passage. Il y a une réflexion qui m'a amenée à me poser une question un peu introspective et du coup j'avais envie de vous partager ça aussi. Je l'ai aussi retraduit ici. Son passage, il dit que tandis que les feuilles tombent, les bourgeons de la récolte de l'année suivante sont déjà en place, prêts à jaillir de nouveau au printemps. La plupart des arbres forment leurs bourgeons au cœur de l'été, et la chute des feuilles d'automne les révèle. L'arbre attend, tout est déjà prêt. Et je trouvais ça hyper intéressant qu'elle mette ça en avant, dans le sens où, ouais, je savais pas en fait que l'arbre avait déjà quelque part, genre, ces bourgeons qui étaient déjà prêts à se former, à prendre forme et à s'ouvrir tout doucement au fur et à mesure que le printemps reprend sa place. Et ça m'a fait me dire, mais ok, par rapport à moi, cette métaphore ou cette anecdote, comment est-ce que je la prends et à quoi ça pourrait me faire réfléchir? Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui était peut-être déjà là cet été, qui se révèle cet automne et qui s'apprêtera à fleurir au printemps? Donc, c'est de se dire quelle est peut-être une envie, une intention, un projet, quelque chose qui, déjà en été, était peut-être présent dans mon quotidien, dans mes envies, dans mes ressentis. Et en automne, il est déjà là. Je suis un peu en train du coup, de le couver et de me dire que c'est peut-être pas 100% le bon moment de le commencer maintenant, mais que ça prendra de plus en plus de place et d'ampleur et que ça pourra peut-être fleurir au printemps. Mais qu'en attendant, c'est quelque part déjà là. Et en ce qui me concerne, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'écriture, au fait de reprendre parole par rapport à des sujets, des thématiques qui m'inspirent, de façon nouvelle par rapport à tout ce que j'ai appris de mes dernières expériences. Et que c'est quelque chose que je suis plus en train de maturer, qui était déjà là, et qui petit à petit prend de plus en plus de place, et qui mature de façon positive, on va dire ça comme ça, mais que quelque part je sens que c'est peut-être justement plus comment dire, pendant cet espace printemps-été que ça sera encore beaucoup plus florissant. Et du coup, je m'apaise dans le fait qu'il ne faut pas que tout soit déjà prêt et que je sois à 100% comment dire, de mon dévouement et de mon énergie là maintenant, alors que c'est peut-être pas non plus la période la plus propice. Et voilà. Je sais pas si vous, du coup, cette question,
ça vous amène à réfléchir à quelque chose. Et si vous voulez le partager, je serais trop ravie de vous lire. Le troisième livre, c'est La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker. C'est une amie qui m'avait recommandé ce livre en m'en disant que du bien. Et j'avoue qu'au début, quand j'ai lu le titre très catastrophique, visite du zoo, j'étais là, oh, j'ai pas envie de lire un truc dramatique où on parle de catastrophe, parce que pour moi, catastrophe, c'est souvent lié à drame. Et drame, c'est souvent lié à des trucs pas très chouettes. Et je trouve que globalement, le quotidien, déjà, est des fois assez difficile que pour vouloir lire un truc qui va encore plus m'immerger dans quelque chose de très 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 dramatique. Et là, c'était la très catastrophique visite du zoo. Donc de base, j'étais un petit peu, comment dire, pas hyper enjouée à l'idée de me dire que ce livre était peut-être fait pour moi. Et finalement, je me suis laissée tenter et j'ai été mais tellement agréablement surprise. Ce livre, il est vraiment plein d'humour, plein de, allez, de gaieté, de légèreté. Ça me fait vraiment passer un moment hyper doux, cosy. Et je suis trop contente en fait. Je suis trop contente d'avoir été au-delà du titre qui me paraissait pas être le choix le plus adéquat pour moi. Et en gros, ce que ça raconte, c'est une très catastrophique visite du zoo du point de vue d'une jeune femme qui raconte l'histoire de la jeune fille qu'elle a été et qui se rappelle des événements qui ont conduit à cette très catastrophique visite du zoo. Elle nous le partage du coup comment dire, enfin la narratrice du livre en quelque sorte, c'est cette jeune fille qui était encore toute petite, qui était avec ses camarades de l'école spéciale et qui de façon très humoristique et comme presque un enfant pourrait le parler. C'est ça que je trouve incroyable que l'auteur ait réussi à intégrer le langage de l'enfant. Et, enfin, du coup, elle nous raconte toute cette suite d'événements, toutes les catastrophes qui ont mené à cette finale très grande catastrophe. Et c'est tourné un peu comme une enquête policière avec ses camarades, mais c'est touchant, c'est émouvant, c'est drôle, ça fait sourire. Et je trouve que c'est vraiment le genre de livre que tu as envie de lire là pendant cette saison sous ton plaid avec une boisson réconfortante ou alors juste en te posant sous ta couette avant de dormir. Moi, c'était un peu cette intention-là, enfin pour cette intention-là que je l'ai pris. Parce qu'avant de dormir, j'aime bien lire quelque chose qui m'apaise ou qui m'emmène dans un autre univers, qui est plus de la fiction que de la non-fiction. Je sais que mon fiancé, il pourrait lire de la non-fiction n'importe quand, même avant de dormir, il lit des trucs business ou des trucs un peu de développement personnel ou autre. Et moi, c'est des choses que j'ai du mal à lire avant de dormir parce que mon esprit est constamment en train de cogiter. Donc si je lis un truc qui me fait réfléchir et sur lequel j'ai envie de prendre des notes avant de dormir, c'est sûr que je vais passer genre... Enfin, en fait, que je vais juste pas dormir, quoi. Et que je vais faire une insomnie. Donc, l'intention de ces livres, c'était de me poser avant de dormir et de passer un bon moment. Et c'est mission 100% remplie, je lui donne 5 sur 5 pour ça. J'ai pas encore terminé de le lire. J'ai pas envie de vous spoil plus que l'intrigue. Donc j'en dirai pas plus, mais je trouve qu'il mérite vraiment le détour et que c'est un très chouette livre qui fait du bien. Et en vrai, j'ai un petit bonus pour vous. La vidéo, elle annonçait 3 livres, mais j'avais aussi envie de vous partager un essai que j'ai lu qui s'appelle On Keeping a Notebook de Joanne Didion. Donc, le titre, ce serait Sur le fait d'avoir un carnet de Joanne Didion. Et je suis tombée sur cet essai à maintes et maintes reprises à travers toutes les plateformes de newsletter, même sur YouTube, je voyais des gens qui en parlaient. Et je me suis finalement décidée à le lire parce que j'avais, dans toutes mes réflexions par rapport à l'écriture et mes projets d'écriture que je suis en train de maturer, j'avais hyper envie d'avoir une présence ou de m'enrichir de l'expérience d'un écrivain ou d'une écrivaine. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas un documentaire ou quelque chose qui pourrait m'inspirer, me nourrir et
et juste avoir un retour d'une personne dont ça a été le quotidien, la vie, la profession. Et je me suis dit, oh tiens, pourquoi est-ce que je regarderais pas s'il y a un documentaire sur Joanne Didion, étant donné que j'arrête pas de voir soit ses livres ou ses essais ou des vidéos qui parlent un peu d'elle. Et j'ai vu qu'il y avait un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Center Will Not Hold, ou en français, Le centre ne tiendra pas. La série enfin, le documentaire Netflix existe aussi en français, donc voilà, je vous donne le nom comme ça, si jamais vous pouvez le regarder. Et ce documentaire, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Et quand il s'est fini, j'avais un peu ce goût de trop peu. J'avais encore envie de continuer de découvrir son univers, peut-être des choses qu'elle a écrites. Et c'est là que je me suis dit, ah bah en fait, ça pourrait vraiment être le bon moment de lire cet essai sur le fait de tenir un carnet. Et il y a une phrase que j'ai surlignée qui m'a beaucoup marquée dans son essai, où elle dit que pour elle, écrire, c'est un acte qui lui permet de découvrir ce qu'elle pense et qu'en réalité, elle écrit surtout pour découvrir ce qu'elle pense. Je cite en ayant traduit son passage, j'écris entièrement pour découvrir ce que j'ai en tête, ce que je pense, ce que je regarde, ce que je vois et ce que cela signifie, ce que je veux et ce qui me fait peur. Et oui, oui, c'est tellement vrai. Je trouve qu'il y a tellement quelque chose de révélateur dans le fait de poser sa pensée sur papier. On ne sait pas vraiment ce qui se passe en nous, ce qui nous tourmente ou ce qui nous anime ou ce sur quoi on porte son attention. Quelles sont les choses qui nous ont marquées, quelles sont les choses, comment dire, qui sont en nous et qui ont peut-être envie de refaire surface, jusqu'au moment où on se décide de s'asseoir et de se poser et de se dire, ok, il y a quelque chose qui va émerger, là, je sais pas quoi, mais je vais me laisser guider. Et puis, on pose sa plume sur papier, on se laisse guider par le flot de ce qui sort de nous. Et ok, il y a quelque chose qui émerge et tu n'aurais pas pu prévoir quelque part que ça, toute cette suite de choses, de phrases, d'idées, de thèmes qui s'assemblent allait se mettre en place comme ça. Et c'est là. Après ça, ça existe et tu peux te dire, mais waouh, ok, c'est ça que j'ai pensé, c'est ça que je voulais, c'est ça qui est à l'intérieur de moi, c'est ça que j'observe, c'est ça qui se passe en ce moment. Mais avant de structurer ta pensée sur papier, c'était pas aussi conscient que après ça. Et je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit et je trouve que c'est, comment dire, c'est quelque chose qui va rester en moi pendant longtemps et qui va encore plus nourrir le fait que j'adore et que j'ai envie d'écrire beaucoup plus. Et en gros, c'est intéressant aussi de voir un peu son style d'écriture parce que là, dans ce premier livre qu'elle a publié, dont ce petit extrait en fait fait partie, je vous remettrai le lien en dessous. Et en fait, j'ai regardé, malheureusement, il n'existe pas en français. Donc, bon, bref. Mais si jamais vous voulez le lire en anglais, je vous mettrai le lien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle mêle des anecdotes de vie avec ses écrits et comme si tu lis pas juste pour lire des leçons, mais tu lis aussi pour rentrer dans l'univers de quelqu'un, dans son parcours, dans ses réflexions, dans ses pensées. Et de temps en temps, il y a quelque chose d'un peu universel qui ressort. Et ça m'a aussi beaucoup nourri de me dire que c'est aussi quelque chose de tout à fait légitime comme style, de pas se dire que t'écris juste des choses qui sont universelles ou t'écris juste des choses qui sont personnelles, mais qu'il y a peut-être une bonne combinaison à faire entre les deux. Et j'étais là, franchement, je trouve ça intéressant à investiguer. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que pour elle, le carnet, c'est quelque chose de très personnel. Le fait de tenir un carnet en journal, elle destine pas ça à être lu par les autres, mais c'est une pratique qui lui est vraiment intime, introspective, personnelle. C'est là que se passent tous ces brouillons, ces prises de notes qui peut-être ne se transformeront en rien d'autre qu'en archives et notes dans ce carnet-là. Mais voilà, c'est vraiment une pratique personnelle et c'est sur cette base-là que peut-être elle va aller chercher de l'inspiration pour quelque chose qu'elle aimerait rendre public. Donc
c'était intéressant aussi de voir quelle a été son approche avec le carnet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des pistes de lecture ou que ça vous aura peut-être fait découvrir des auteurs que vous ne connaissiez pas. Je serais ravie aussi de savoir ce que vous avez lu pendant ce mois de novembre, même si vous ne l'avez pas fini. En vrai, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on ait fini un livre pour en parler? Pas nécessairement, pas nécessairement Mia. Donc voilà, c'était ma première expérience de vous partager des livres que je n'ai pas encore terminé de lire et de vous en parler. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous dirait peut-être même qu'on se fasse un petit moment de discussion autour des livres du mois de décembre. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.